Voilà, nous poursuivons cette émission Questions électorales à présent avec l'expert électoral, consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Jeudi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Ça peut aller, en grâce, et puis bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous démarrons cette tranche donc avec le recours à la Cour constitutionnelle de 3 des 4 anciens candidats de la liste des démocrates ayant donc eu des problèmes avec le quitus fiscal, un recours pour préjudice. Il est vrai que la Cour s'est déclarée incompétente par rapport à cela, mais est-ce que vous, en tant que consultant, en tant que lecteur donc de la situation, vous comprenez ce recours? Est-ce que c'était important de le faire? D'abord, tout recours, les citoyens ont le droit de recourir à la Cour constitutionnelle lorsqu'ils estiment que leur droit est violé ou bien qu'ils ont que la Constitution a été mal appliquée à leur encontre. Donc, a priori, celui qui saisit la Cour, c'est comme celui qui a recours à un arbitre. Il a envie que sa cause soit entendue et jugée telle. Donc, a priori, il n'y a pas à juger opportun ou non un recours. Ça, c'est le principe. Dans la pratique, je pense que, vous voyez, ça montre un peu l'état d'esprit de la classe politique. Parce que, en réalité, si les requérants avaient bien lu la décision précédente de la Cour qui a demandé à la Commission électorale nationale autonome de reconsidérer la nouvelle liste, ils comprendraient que c'est une situation d'exception et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit dans la mesure où leur cause n'a pas été jugée utile et entendue. Leur cause n'a pas été jugée même réelle. Et donc, à plus forte raison, parler de préjudice. Oui. Voilà, donc ils auraient dû, je pense que, on est en période électorale, ils avaient le droit, ils avaient la possibilité de le faire, ils l'ont fait, la Cour a statué, je pense qu'ils savent à quoi ce pouvoir, sur quoi ce pouvoir actuellement. Voilà. Très bien. De toute façon, oui, j'ai dit. Allez-y d'abord. Oui, de toute façon, la Sénat a également fait une conférence de presse pour clarifier la liste des 7 désormais partis qui devront participer donc, à ces élections-là. C'est-à-dire que le processus est relancé. Une manière de dire que oui, elle a reconsidéré la liste de partis les démocrates déposés le mardi et que donc le mardi 15 novembre et que cette liste est conforme à la réalité. Ça veut dire que le Parti des démocrates n'a remplacé que les 4 et personnalités, les 4 candidats n'ayant pas reçu le quitus fiscal et par conséquent le processus peut continuer. Je pense que la décision de la Cour constitutionnelle a rendu possible les 2 décisions d'ailleurs. La première pour prendre en considération la nouvelle liste, la seconde pour écarter définitivement la possibilité d'intégrer ou de faire afin de rattraper ou bien de rappeler les anciens, donc de retoucher à nouveau à la liste. Donc là, c'est clair, c'est net, le Parti des démocrates va aux élections parce que la Cour constitutionnelle l'a décidé, mais ceux qui n'ont pas reçu leur quitus peuvent aller se pouvoir ailleurs parce qu'ils avaient évoqué d'autres sujets. Oui. Et donc le requérant, l'organe de recours ne l'a pas la Cour constitutionnelle. Vous savez, il y a le contentieux électoral en période électorale qui a un droit particulier, mais il n'y a que la vie se poursuit. Et donc en tant que contribuable, vous et moi, lorsque nous sommes en désharmonie, en conflit avec l'administration fiscale, peut-être sur le quantum, sur la qualification, sur le calcul. Le calcul ne dépend pas du contentieux électoral. Le calcul dépend donc du contentieux fiscal qui est géré déjà par l'administration fiscale. Et si on n'a pas gain de cause, on doit aller un peu vers le juge administratif. Donc, voilà normalement ce qui devrait être le cas. Le juge administratif qui statue dans un cadre normal. Voilà, en principe. Donc, pour que la cause soit entendue en période électorale, il faut la coller à la période électorale et démontrer le préjudice réel qu'on a subi durant cette période et qui fait qu'on n'a pas été traité de la même manière que les autres. Voilà. Très bien, absolument. Alors, questions électorales, aujourd'hui, nous parlerons de bulletins de vote. Oui. Brunel, Agapit Napoléon Maforican, les citoyens béninois bientôt seront dans les urnes le 8 janvier 2023 pour élire leurs représentants qui siégeront à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, un bulletin de vote sera mis à leur disposition. Dites-nous un peu ce qu'il en est.
Alors, le bulletin de vote, à quoi il sert? Oui. Le bulletin sert à marquer son vote. Le bulletin sert à marquer son vote. Et je vais peut-être vous lire l'article 71 de la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. C'est bon de le lire et on peut commenter. On dit sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler dans les centres de vote retenus par la loi. Le scrutin a lieu sur la base d'un bulletin unique comportant les symboles ou images facilement identifiables par les électeurs. Ce bulletin unique est de type uniforme et codé sur toute l'étendue du territoire national, y compris les représentations diplomatiques et consulaires pour les élections présidentielles et sur toute l'étendue du territoire de la circonscription électorale pour les élections législatives et communales du village et de quartier de ville. Le vote a lieu sans enveloppe. Les bulletins uniques sont présentés sous forme de blocs de 50 bulletins autodétachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletins envoyés dans les communes doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome. Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome. Le jour du vote, ils sont mis à la disposition des électeurs dans le poste de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Procès verbal en est dressé. La Commission électorale nationale autonome attribue en outre à chaque poste de vote un cachet permettant l'identification et l'authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote. Alors, lorsque on regarde de près cet article 71, on se rend compte de 2 ou 3 choses. Première chose, le vote. L'électeur dispose d'un bulletin unique pour marquer son vote. Ce bulletin sur le bulletin, ils sont consignés des symboles qui représentent chaque candidat. Ici, aujourd'hui, nous avons 7. D'ailleurs, ce lundi 21 aura lieu, en principe, à la Commission électorale nationale autonome. Donc, le positionnement sur les spécimens du bulletin. Donc, l'ordre de positionnement des candidats sur le bulletin unique. Opération qui aurait dû avoir lieu le 17, le jeudi dernier, aura enfin lieu aujourd'hui. Alors, ça permettra à chaque liste, avec son logo, c'est son logo qui sera positionné sur le bulletin unique, et l'électeur et le spécimen permettra de savoir vous êtes en première position en haut à gauche, vous êtes en dernière position en bas à droite, vous êtes au milieu, c'est-à-dire vous êtes en troisième position partant de la gauche, et ainsi de suite. On verra ça demain. Si ça a lieu aujourd'hui, donc on verra ça demain et on montrera ça à nos téléspectateurs. L'électeur, le candidat, lors des campagnes électorales, les candidats montreront à leurs électeurs leur positionnement et demanderont donc, ils diront les positions. Alors l'électeur, lui, dispose de quoi? Il dispose d'un cachet pour tamponner, pour marquer sur le logo, le symbole du parti ou de la liste, pour dire voilà mon choix. Il faut faire attention, faire en sorte que l'encre soit sec avant de plier, parce que si vous pliez plus tôt, ça pourrait aller sur un autre logo et rendre votre vote nul. Très bien. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. Et c'est la Commission électorale nationale autonome qui a entièrement la main pour la gestion de ce volet, ce qui doit être paraphé par tous les membres donc, de la Sénat, c'est-à-dire, grandir les membres de la Sénat, il faut comprendre, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Très bien. Alors, est-ce que nous avons toujours eu le bulletin unique? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un bulletin unique. Alors, on n'a pas toujours eu le bulletin unique. Et lorsqu'on va rentrer un peu dans l'histoire, vous allez vous constater que le vote a été... L'histoire du vote au Bénin a été toujours une histoire particulière, une histoire délicate, dans la mesure où, même pas au Bénin, dans le monde. Parce que, bon, ouais, aujourd'hui, 2023, 2022, tout le monde pense que tout ça a été, dans l'Antiquité, c'était pas aussi facile. Parce qu'il y a toujours eu le vote. Et pour vous dire, le suffrage universel direct, le suffrage universel est intervenu qu'au 19e siècle.
Et en France. Et là encore, c'était pas tout le monde, c'était les hommes. Hein, c'était les hommes. Et là, le bulletin, il fallait écrire le nom de ce candidat, hein, en stylo sur un bulletin blanc. Donc vous prenez le bulletin, vous dites oui, je vote Richelji. Et donc vous écrivez Richelji. Et comme la moitié était illettrée, vous comprenez le désordre qui a entouré ce processus-là. Vous voyez, le bulletin a été utilisé sans doute dans l'élection du pape. Vous voyez, on n'y participe pas, mais on lance un vote et chacun écrit. Normalement, pour l'élection du pape, on ne fait pas de campagne. Vous êtes le collège des cardinaux qui doit participer à l'élection du pape. Donc le sacré collège doit se réunir et désigne jusqu'au moment où finalement l'élu saute et donc par la fumée blanche on constate. Au Bénin, sous la Révolution, je peux le dire, en dehors même du Bénin, sous la Révolution, on peut dire il y a plusieurs manières de voter. Il y avait avant, il fallait lancer le chapeau en l'air, il fallait glisser le nom donc du candidat comme je vous l'ai dit, écrit sur un papier. Les ballot paper, donc c'est les feuilles de vote. Vous voyez, donc aujourd'hui, on a aussi ce nom de ballot paper ou de ballot box pour parler de au Bénin, au Dahomey, pour être au Bénin, sous la Révolution notamment, au moins ça je connais, j'ai voté au moins une fois. Il y avait pour l'élection ce qu'on appelait les délégués, ou les chefs de quartier de ville, les chefs de village, de quartier de ville, les conseillers, leur élection, ça se fait par 3-3-3 et le comité central du parti choisissait un des trois. Et lors de cette élection, vous alliez derrière le candidat. Donc il y a 3 candidats. Comme le nombre de votants n'est pas beaucoup, même si il y a une centaine, vous allez devant les candidats. Donc les 3 candidats se lèvent. D'accord. Et s'alignent et vous allez derrière chacun. Et on compte. Aussi simple que ça. Ou alors monter même sur la table à un moment donné. Donc, c'est dire que ça n'a pas toujours été le cas. Mais pour les élections nationales, c'était sur le PPB, la liste des députés était constituée par le comité central, par le bureau politique. La liste des commissaires du peuple. Était constitué par le bureau politique. Mais il faut le dire, les électeurs, les commissaires du peuple, c'est le nom qu'on donnait aux députés sous la Révolution. Donc, commissaire du peuple. Sur le PPB 75, 89. Donc, il y avait des représentations par couche, classes socio-professionnelles et confessionnelles, comme on le disait. Par exemple, les universitaires donnaient, il me semble, 1 ou 2. Et parmi eux, donc, eux, ils désignaient. Si c'est 2, ils doivent donner, donc ils doivent désigner 2 fois 3. Donc ils désignaient 3. Et ils laissaient le choix au bureau politique de prendre un et de le nommer. Les médias, la petite bourgeoisie, les opérateurs économiques, les artisans. Donc chaque couche, chaque classe des catégories désignait. Et l'Assemblée nationale révolutionnaire était un peu la manifestation, un peu en miniature de l'État, on peut le dire ainsi. Donc, la liste ayant été constituée est soumise à l'électeur le jour du vote. Et le bulletin blanc, c'est le oui, le bulletin rouge, c'est le non. Donc, vous avez à voter oui ou non pour scruter 2 listes majoritaires à un seul tour et à une seule liste. En fait, vous avez à dire oui ou non. Et donc, vous voyez le rouge, danger et non. Et le blanc, pureté, angélisme, tout ce que vous allez dire, blanc et oui. Et donc, voilà, vous l'avez compris. Lorsque nous avons eu le renouveau démocratique pour aller aux élections, au référendum, la limitation d'âge a conduit à la limitation d'âge, donc 40 ans au moins, 70 ans en plus, pour être président de la République, a donné lieu à un grand débat, un débat très passionné, où on a dû introduire un 3e bulletin. Donc, à côté de oui pour la Constitution, bulletin et vert et blanc, non pour la Constitution, bulletin rouge, on a introduit le bulletin vert. Le oui, mais oui sans limitation d'âge. Ouais, donc le 2 décembre. Pour voter le référendum. Pour le référendum du 2 décembre 90. Donc, au référendum du 2 décembre 90, le oui a gagné. C'est comme ça que la limitation d'âge a été. Donc, l'électeur doit prendre 3 bulletins et dans l'urne glisse un seul et garde les 2. Donc,
pour les élections des députés qui a suivi, ou les élections du président de la République, imaginez pour le président de la République qu'on avait eu 16 listes, non? Ou combien? Il fallait avoir 16 bulletins. Oui. Il nous est arrivé d'avoir 32 listes, et on avait pour les législatives, ou les présidentielles, et il fallait choisir 32 bulletins. Hein? 32. Donc vous choisissez un bulletin 32 fois. 32 fois. Et donc, pas 32 fois. Oui, 32 bulletins différents. Oui. Et vous, dans l'urne, maintenant, il faut mettre le bulletin de votre candidat. Et parfois, vous voyez, cette manière de faire pose deux problèmes. Le problème d'abord du choix. Oui. Vous avez 32 bulletins. Vous en sortiez, c'est tout un problème. Difficilement, oui, même sur la table. Rupture de bulletin d'un candidat. Oui. Vous voyez, des gens créent des ruptures volontaires parfois. Rupture des bulletins de candidat. Donc, le vote a commencé. Et le bulletin de candidat disparaît. On dit, bon voilà, tel candidat, à tel endroit, on n'a pas eu le bulletin de tel candidat en nombre suffisant. Or, la Sénat l'a envoyé en nombre suffisant. Donc, vote bloqué. Et là, incident. Ensuite, il y a que parfois, on vous dit bien, ramenez-nous les bulletins restants pour qu'on sache que c'est bon, c'est notre bulletin que vous avez mis dans l'urne. Et donc, des candidats pervers ont développé ce sentiment de corruption électorale. Et donc, l'électeur doit ramener. Ça, je connais, j'ai eu des cas où j'ai vécu, j'étais jeune, j'ai vécu des cas comme ça, j'étais pas plus jeune. Et donc, j'ai vu que des gens sont obligés de ramener, et il y avait un comité mis en place, et vous retournez déposer les souches, enfin pas les souches, les autres. S'il y a 32 bulletins, vous devez déposer les 31 bulletins restants dans lesquels il n'y a pas le bulletin des autres. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez, donc, c'est un contrôle pour s'assurer que vous avez voté pour. Voilà. Donc, il y a eu la bataille du bulletin unique. Je pense que ça a été finalement accepté. Si je ne me trompe lors du vote, mais je reviendrai demain pour donner la date. Il ne faut pas que j'embrouille les téléspectateurs. Donc, je reviendrai demain pour dire concrètement à quel moment le bulletin unique a été introduit. Mais ce n'est pas si longtemps que ça. Ça doit être au début des... Si ce n'est pas pour la présidentielle de 2001, ce sera pour les législatives de 1999. Enfin, on verra bien ça. On verra bien ça demain. Très bien. Alors, le bulletin unique, on peut donc dire que ça vient un peu régler beaucoup de soucis. Absolument. Néanmoins, vous savez, même lors des élections, dans certaines zones, on vous dit qu'il en manque ou bien encore que c'est venu un peu tard. Tous ces incidents-là arrivent quand même. Oui, mais assurons-nous déjà que si on est 20, là maintenant ils sont 7. On ne dira pas que le bulletin de la liste rouge ou de la liste bleue ou de la liste jaune a disparu. Là au moins vous avez des destins liés. C'est le même bulletin, soit ça manque, soit c'est un plus. Ça c'est le premier. Le second est qu'il n'y a pas que après le dépouillement qu'on voit des bulletins par terre, des bulletins pour dire que bon voilà. Le bourrage d'urne était facile avec les bulletins individuels ou individualisés. Et je veux que je ramasse tous les bulletins de Wikedi, je mets ça, ou de Brunel, je mets 100 bulletins, je fous dedans, et il va falloir trouver le mécanisme pour retirer 100 de l'autre. Donc, c'était plus facile. Aujourd'hui, il faudrait pouvoir tamponner. Or, le cachet a des particularités dont seul la Sénat connaît. Même le bulletin utilisé le jour du vote n'est pas le même. Le bulletin doit être estampillé, c'est dit tout à l'heure. On vous a dit que la Commission électorale nationale attribue en outre à chaque poste de vote un cachet permettant l'identification et l'authentification des bulletins de vote de chaque poste de vote. C'est quand même du travail de chaque poste de vote. Donc, pour qu'il y ait bourrage, il faudrait encore que ce soit par poste de vote. Et donc, ce soit le jour du vote, alors pas la veille. À moins que la Sénat soit vraiment complice ou ses démembrements, ce qui est déjà compliqué. Vous voyez, c'est pour dire que le bulletin unique a tellement d'avantages, c'est pas, on n'a pas à dire, il y en a, il n'a que des avantages. Après maintenant, oui, la rupture donc de matériel électoral, donc par exemple le bulletin. Pour le bulletin, ça peut paraître normal, mais quand l'une est remplie, parfois l'une est remplie. J'ai été observateur électoral quand j'étais à la HAC, et nous avons vu des régions, des endroits où l'une est remplie. Et alors les gens alors l'une devait être scellée. L'une devait être scellée. Alors il n'y a pas la deuxième urne. Les distances étaient assez longues. On a fait quoi? Ils se sont entendus, heureusement, les représentants des candidats étaient là. Ils se sont entendus pour mettre un sac de chute. C'est là qu'ils ont mis, les gens continuent à voter. Alors, l'urne n'était plus scellée.
L'une était Oui, plus c'est scellée ça. parce que, Oui, parce que alors, on a une donc autre voilà des ligne de situations facture. qui peuvent arriver. Mais en matière de, pour ce qui concerne la rupture du bulletin, bulletin, oui. là, vous voyez tout à l'heure, on a dit que le bulletin doit être au moins égal Au nombre au nombre de de votants votants, inscrits. tout au moins inscrits. Oui. Parce que c'est rare qu'il y ait 100% de votants dans Qui se un soit endroit, déplacé. mais au moins égal. On peut même aller à un peu plus en hauteur. Donc, normalement, si la Sénat joue effectivement sa partition, il ne devrait pas avoir ce problème de rupture. Et si, en dehors de la Sénat, tous les démembrements, et s'il n'y a pas d'incident ou de volonté de saper le scrutin ou de fraude manifeste, normalement, ça devrait aller, il n'y a plus. Et depuis qu'on a introduit le bulletin unique, les incidents à ce niveau ont été très, très mineurs. Bon, pas faute majeure, faute mineure. Je parle d'incidents Bien sûr. incidents très mineurs. Maintenant, le grand incident, ou les incidents les plus connus, ou le plus grand, ce qu'on connaît le plus, c'est les cachets. Oui. Lorsque l'électeur met le cachet, il n'attend pas que ça soit... Voilà. Et parfois... mais depuis longtemps, on vous met le cachet. Un des assesseurs vous donne le cachet. Et donc, le temps que vous allez dans l'urne, l'encre sous le cachet est déjà un petit peu affiché et vous mettez, donc l'impact est beaucoup moins que les premiers cachets que nous avons vus et qui étaient problématiques quand même. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il nous reste encore à aborder d'autres aspects, le logo des candidats, le positionnement des candidats, mais étant donné que la Sénat doit organiser donc une rencontre avec les partis pour pouvoir décider donc de ces positionnements, nous allons revenir en détail davantage sur ces éléments. Oui. Je pense que la Sénat a déjà eu plusieurs séances avec les candidats pour leur parler de la question du logo, parce que le code électoral a géré cette question également, quand vous avez les mêmes logos, les logos qui ont des identités semblables au sein de la République. Il y a plusieurs questions sur la question des problèmes que la question des logos a réglé. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les 7 partis en liste, il n'y a pas un problème de logo. Non, les logos sont très distincts. Et donc, ils sont très distincts. Et donc, en la matière, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a simplement que, vous voyez, lorsque le président de la Sénat a donné la liste de cette liste, il a donné la liste dans l'ordre de dépôt des dossiers. Exactement. Vous voyez, il a donné dans l'ordre de dépôt des dossiers. La loi aurait pu dire simplement que dans l'ordre de rédaction des dossiers, est positionné, oui, il y aura peut-être le tirage au sort. Mais la loi ne l'a pas dit. Donc aujourd'hui, il y aura le tirage au sort sur le positionnement. Et donc chacun prendra son... C'est sûr que la Sénat sait s'y faire, l'a déjà tellement fait. Et donc on va suivre. Et demain, mardi 22, on montrera un peu aux téléspectateurs le spécimen et le positionnement de chaque parti. Et peut-être on expliquera un peu plus le processus avec le président de la Sénat à l'appui ou bien le membre de la Sénat qui sera un peu, disons, à l'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. Oui, Gégé? Ça peut aller. Merci pour tous ces éléments d'éclairage sur le bulletin de vote. Amis téléspectateurs, vous connaissez un peu l'histoire maintenant du bulletin unique de vote. Il faut peut-être dire que, rapidement, on peut revenir là-dessus, qu'on n'a pas toujours voté. Maintenant, avec le numérique et l'électronique, il y a les votes il y a les votes en ligne. On va peut-être revenir là-dessus. Il y a les votes en ligne, il y a le vote électronique. Et il y a le vote par procuration. Il y a un certain nombre de manières de voter sur lesquelles on reviendra peut-être une autre fois. Très bien. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous prendrez également le rendez-vous dès demain encore pour d'autres sujets liés aux élections. Mais restez déjà avec nous pour suivre la cour commune qui s'installe juste après le générique.